Votre bulletin Info-Témis commence ici et maintenant. Malgré la COVID-19, l'organisme Alpha Thémis poursuit sa mission auprès de sa clientèle. L'organisme invite d'ailleurs les commerçants de la région à produire des capsules vidéo afin de bien expliquer les consignes de leur établissement. C'est sûr qu'habituellement, on offre des formations directement avec les participants par groupe, parfois individuellement, mais là, pour l'instant, on ne peut pas. Donc, la façon qu'on a décidé pour s'adapter, c'est qu'on a vraiment du service du soutien à distance. Donc, par exemple, au lieu de faire des ateliers de groupe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler nos participants, on va leur demander s'ils ont besoin de soutien. On va les aider aussi. Il y a certaines personnes qui n'ont pas nécessairement les connaissances technologiques. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les aider à faire l'épicerie en ligne, comment aller voir leur compte en ligne aussi, comment discuter avec les membres de la famille. On ne veut pas que les gens s'isolent non plus. Donc, on essaie vraiment d'adapter nos services à la population dans cette période-ci avec le COVID. Mais dans le fond, on a de l'alphabétisation familiale où est-ce qu'on promouvoit les compétences des parents. Puis, on sait que dernièrement, ça peut être difficile pour certains parents de dire on va faire l'école à la maison, là, on a les devoirs. C'est vraiment bien fait. La commission scolaire, le ministère de l'Éducation nous ont vraiment donné beaucoup d'outils pour travailler à la maison, mais c'est pas toujours facile. On a une vision Alpha Thémis qui dit on croit que les gens ont tous leur force. En tant que parents, on a tous une force. Ça peut être un papa qui est mécanicien, une maman qui est cuisinière, peu importe. Fait que ce qu'on a décidé de faire, c'est des défis à chaque semaine avec différentes ressources au Témiscamingue. Donc, de là, on trouve important que les parents ont tous leur force. Fait en faisant des projets comme ça, de répondre à ces défis-là, d'envoyer des vidéos, des photos ou juste de commenter, de dire hey, « Regarde, moi, j'ai fait ça aujourd'hui avec mon enfant, une recette. Oh, OK, tu as fait une recette, mais vous avez lu la recette, vous avez calculé les quantités. » Donc, sans nécessairement faire une fiche de travail, on travaille quand même beaucoup de compétences avec l'enfant. Donc, c'est vraiment important que le parent se sente valorisé. On a chacun nos forces, puis c'est le temps de les mettre à profit avec nos enfants, là. C'est sûr que c'est beaucoup d'adaptation que de dire on va travailler à la maison. Oui, mais en même temps, c'est une opportunité parce que on peut vraiment revisiter nos méthodes de travail. Est-ce qu'on était autant efficace au travail à certains points? Il y a des choses qu'on voit qu'en étant à distance, on va faire autrement. Des fois, ça va nous sauver du temps. Des fois, non. C'est sûr que c'est de l'adaptation. Mais je pense qu'on le vit quand même bien. C'est sûr qu'avec les enfants aussi, ça peut être difficile pour certains travailleurs dans tous les organismes. Là. Mais je pense que en même temps, ça montre une belle facette de c'est quoi le travail de tes parents, qu'est-ce qu'ils font vraiment dans la journée. Puis je pense qu'on essaie de s'adapter, oui, avec les technologies, mais il ne faut pas oublier que dans notre travail, où est-ce qu'on est au service de la population, on ne peut pas que fonctionner par les médias. Là. En fait, je pense que, oui, on est dans une situation exceptionnelle, on va se le dire, mais aussi, je pense que c'est une belle opportunité pour resserrer les liens familiaux, resserrer nos valeurs aussi, prendre le temps juste de relaxer, de se redécouvrir, tout simplement découvrir des nouvelles choses. C'est le temps d'essayer, c'est le temps aussi de prendre des formations. Il y a plein de formations en ligne ces temps-ci, gratuites. On a accès beaucoup à l'éducation. Des gens qui veulent développer des nouvelles compétences, c'est le temps d'aller voir, d'aller s'informer. On n'a que ça du temps. Donc, autant le mettre à profit, en profiter avec notre famille, les gens à la maison et sur les réseaux sociaux ou Internet pour se former. En temps de crise, les besoins primaires comme se nourrir deviennent encore plus une préoccupation. Voici le témoignage d'Alex Neveu, propriétaire du Bonichois Neveu de la Verlochère. Ben, nous, on est des rares que ça a un impact positif parce que les gens sont fait des réserves et ont resté à acheter local le plus possible. Donc, nous, c'est un impact très positif pour notre économie à nous. Puis, on est dans les chanceux qui ont été affectés. Non seulement au travail, on a des ventes plus élevées que la normale. Alors, on a cru bon de pouvoir en faire profiter d'autres qui n'ont pas cette chance-là. On a réussi à faire un beau don au recrutement dans la tête du ministère. Ça fait bien plaisir. C'est une manière de dire merci aussi en même temps, de redonner à la communauté. Nous, on est chanceux, les gens nous encouragent. Nous aussi, on veut faire notre part en aidant ceux qu'on a. Pour les clients, disons.
tu te laves les mains avec des désinfectants en rentrant. On a une rangée de paniers qui est désinfectée, une rangée de paniers qui est utilisée. Alors, les clients prennent la désinfecter. Nous, on désinfecte après ça les paniers qui ont été utilisés après que eux les aient pris. 2 mètres de distance entre les clients. Aussi, on a mis des traces à terre de pas pour les 2 mètres à attendre à la caisse des clients aussi. Les sacs réutilisables, malheureusement, ne sont plus acceptés. Une personne par famille. On ne peut pas venir 2, 3 pour venir faire l'épicerie, une personne par famille, c'est limité. Puis on limite le nombre d'accès. Un coup que mes paniers sont pris, ben là, j'arrête l'accès. Pour l'instant, ça va. C'est un flot constant. Il n'y a pas de gros achalandage tout le temps. Mais c'est tout le temps du monde. Ça roule bien. Ça fait quand même bien pour ça que les gens comprennent aussi. C'est sûr que c'est le temps d'adaptation. Les gens sont pas mal faire. Des fois, ils ne pensent pas de se désinfecter eux-mêmes ou ils ne prennent pas les bons paniers. Mais c'est à cause qu'ils ne pensent pas. Tout le monde, on s'adapte, là, nous aussi. En fait, nous, c'est qu'on a instauré ça pour la valeur chère, pour les gens d'ici. Premièrement, ben, c'est pour les éviter de venir en magasin, c'est pour éviter de venir. Et après ça, ben, si eux autres sont à l'extérieur, mais ils ont quelqu'un qui peut venir chercher l'épicerie, on peut s'organiser si on a le temps de monter les commandes. Mais nous, on est bien occupés dernièrement, ça n'arrive pas toujours. On lui dit, ben, aujourd'hui, on ne peut pas, ou demain, on va pouvoir. Des fois, il y a une petite attente à ça. Ben, c'est exactement c'est pour éviter les gens qui ont dans l'épicerie pour rien. S'ils peuvent rester à la maison en sécurité chez eux, ben, on offre le service. Ça me fait plaisir de faire. Le meilleur moyen, c'est vraiment par Messenger sur le magasin, sur la page du magasin. Donc ça, on a directement votre commande, on n'a pas besoin de la prendre en note, c'est déjà fait. Sinon, ben, les gens nous appellent, ils nous parlent pour une commande, on prend un numéro de téléphone en note, puis on les rappelle dès qu'on a un peu de temps pour prendre une commande. Oui, on en a tous les jours. Ça roule bien, les gens s'en servent, puis ils arrêtent bien satisfaits de tout ça. Noël, ça se prépare, l'été, ça se prépare, toutes les saisons qui sont plus en demande que les autres, que ça vend plus, ça se prépare. Mais ça, si personne ne veut venir, c'est arrivé d'un coup comme ça. Fait que là, c'est arrivé que les tablettes sont fait vider. Puis pour nous, présentement, c'est environ là, un excellent vendredi d'été, comme tous les chalets sont ouverts autour, les campings. Ben, tous les jours, c'est ça. Ben, là, maintenant, 6 jours sur 7, maintenant, c'est ça. C'est des vendredis qui roulent à pleine capacité. Nous, je ne dirais pas que c'était irraisonnable, là, mais c'était beaucoup plus que la normale. Je pense que les gens, ils achetaient quand même au-dessus de leurs besoins, mais c'était pas si mal d'après tout. C'était pas des paniers pleins, puis nous, on ne l'aurait pas laissé aller, on aurait dit, regarde, il y a des gens ici là, qui n'ont réellement besoin. Si toi, tu en as, puis tu penses faire 6 mois avec ça, mais il y en a d'autres qui en auront besoin aussi au travers de ça. Fait que, on aurait rationné quand même, mais tout et partout, ça a quand même bien été, puis les gens ont fait vraiment attention. Ben là, comme tu disais, c'était le papier de toilette au début, que c'était le gros vendeur que tout le monde se déchirait pour avoir. Je n'ai presque pas manqué, j'ai manqué un petit peu, mais presque pas. Après ça, tu as eu les pâtes alimentaires. Là, présentement, on est beaucoup dans le canage. Tout ce qui est légumes en canne, légumes surgelés, la levure. La levure, ça, c'est le nouveau papier de toilette là, de 3 semaines de papier. C'est rendu de la levure. Là. J'ai de la levure à pizza, ce que je peux avoir. Je ne suis pas capable d'en avoir d'autres. Fait que la farine aussi, ça roule beaucoup, mais j'en ai un petit peu à la miette. La levure, ça pose pas. Pour l'instant, ça fait des semaines que je peux en avoir. En temps de crise, je me suis rendu compte que les gens revenaient tout aux bases dans tous les secteurs, mais surtout dans les fruits et légumes. Et je me suis posé la question, est-ce qu'on pourrait juste vivre de ce qu'on est capable de faire pousser en région et au Québec? Parce que notre instinct nous ramène vers ça automatiquement ça nous ramène vers les bases dès qu'il arrive un pépin ou une intempérie comme celui-là. Tout ce qui est locaux, le plus possible, je veux en avoir, puis c'est disponible d'en avoir à mon magasin, j'en veux, puis je peux passer ces produits-là en premier. Dans un monde idéal, j'aimerais ça qu'on dépende juste des producteurs locaux, puis après ça, ben, des producteurs régionaux, puis après ça, ben, provinciaux. Ça, c'est dans mon idéal à moi. Je sais pas si ça va arriver un jour. J'espère que les gens vont se remettre en question et que ça puisse peut-être se rendre là. Mais oui, producteurs locaux, là, peu importe, là, nous, on pousse beaucoup vers ça si on veut que ça roule, parce que ça encourage. C'est bon pour l'économie d'ici, c'est bon pour tout le monde. L'industrie laitière vit une crise en ce moment causée par les répercussions de la COVID-19. Le Témiscamien Michael Darvaux, propriétaire de la ferme d'Arvemic, nous livre son témoignage. Ben, les changements qu'il y a eu sur l'entreprise, ben là, on doit faire plus attention avec les personnes qui viennent sur la ferme, comme
quand le gars qui vient pour le troc à lait chercher le lait, ben là, il faut nettoyer avant son passage, par exemple, poignée de porte, le bol tank, tout ce qui touche dans le fond. Là. Puis après ça, quand il est reparti, ben on renettoie tout ça. Puis quand on reçoit des commandes maintenant, ben j'ai une compagnie qui m'a demandé de mettre une palette à l'extérieur. Là, ils vont déposer des choses là-dessus. Puis après ça, nous autres, on ramasse. T'sais, on n'est plus vraiment en contact avec nos fournisseurs. Là, on se parle, mais on essaie de garder nos distances. Là. Comme pour les services de vétérinaires, ben, ils viennent seulement pour les urgences là, maintenant. Puis il y a d'autres. Il faut essayer de faire rentrer le moins de monde possible dans la ferme. Là, Oui, ça a changé de quoi. Là, surtout la semaine passée, même cette semaine, on jette du lait. On a donné beaucoup de lait. Les transformateurs les transforment puis donnent ça aux banques alimentaires. C'est sûr que comme c'est fermé, là, il y a des produits que c'était pour les restaurants, les hôtels ou les écoles, ben là, il faut trouver un autre marché. Fait que là, les usines ils ont de la misère peut-être à modifier leur chaîne puis faire des produits plus pour l'épicerie. Là. Puis là, il y a aussi que là, il y a du monde qui tombe malade. Ça fait qu'il y a moins de monde peut-être dans les usines où il y a des usines qui ont fermé ou ont dû diminuer leur production. Donc, nous autres, les producteurs laitiers, on a de la misère à vendre notre lait en ce moment. Là. Je te dirais, c'est le prix. Le prix du lait va sûrement chuter parce que là, on donne du lait puis on doit acheter du lait. C'est tous les agriculteurs qui copent pour ça. Là. On est solidaires là-dedans, fait qu'on se partage les coûts de ça. Sinon, si on regarde pour la vache, il y a trop de vaches en réforme à vendre. Ça fait que c'est sûr et certain que ça va affecter le prix. Sinon, on regarde les céréales. J'ai entendu dire qu'il y a des acheteurs qui ne veulent pas faire de contrat là, pour la prochaine saison parce que le marché est trop volatile en ce moment. Ça fait qu'on on est un peu dans le néant, on pourrait dire, là, pour les prix là, d'en haut qu'on s'enligne. Puis, non, je sais que les autres agriculteurs, non, qui ont de la difficulté à se trouver des employés qui viennent de l'étranger. Là, c'est sûr qu'on voit que là, il y a des Québécois qui sont intéressés à venir travailler. Là. Je pense que j'ai au moins 2 ou 3 personnes là, qui m'ont demandé si je cherchais du monde. Puis, je leur ai dit que c'était correct. Là, j'ai tout mon monde chez nous. Là. Non, ça ne va pas retarder rien, selon moi, à part pour ceux qui attendent des employés là, qui viennent de l'étranger ou peut-être avoir de la nouvelle main-d'œuvre à former. Mais pour moi, à mon étape, ça ne va rien changer. Je sais que j'ai entendu parler que pour le transport des semences, pour certaines compagnies, c'était plus compliqué. Je me suis assuré de mon bord. Puis la compagnie avec laquelle je fais affaire m'a rassuré, m'a dit que mes semences puis mon engrais vont être au rendez-vous. Les personnes âgées sont parmi les plus touchées en ce moment par la crise de la COVID-19. Edith Vincent, directrice de la table de concertation pour personnes âgées du Témiscamingue, témoigne de cette réalité. Bien, regarde, ce que nous, on vit premièrement avec les résidences, on est bien conscient que ça devient de plus en plus difficile parce que les gens sont confinés. Ils ne mangent plus ensemble. Ils doivent rester le plus possible dans leur chambre. Ils ne peuvent pas sortir au salon. Les activités ont été considérablement réduites. Youville, c'est la même affaire. Par contre, Youville, étant donné le nombre de personnes, les résidents sont maintenant servis à leur chambre pour les repas. Okay. Là aussi, il n'y a plus d'activité. On a installé un gardien de sécurité parce que on a des problèmes, des gens ont eu des problèmes cognitifs, il ne faut pas qu'ils sortent. C'était toute une installation, puis les aînés se sentent bien sûr isolés. Hein. Et là, on est en train de regarder justement pour organiser des activités. On a eu des bels exemples sur Facebook qui étaient très intéressantes. Là, on va faire des bingos. Mais les gens vont rester dans leur chambre, dans le passage. On est en train d'organiser avec un système de son pour faire la prière. Parce qu'on a encore beaucoup d'aînés qui veulent faire le chapelet. Donc, à 4h30, ceux qui voudront faire le chapelet, on va avoir un système de haut-parleurs avec
une des résidentes qu'on en connaît sur chaque étage. Donc, elle va partir le chapelet avec le micro. Fait que les gens vont pouvoir entendre. Fait qu'on est en train d'organiser là, pour justement que nos gens ne soient pas complètement isolés dans leur chambre, tout en respectant le 2 mètres et justement, à la porte de la chambre, les gens n'auront pas à interagir entre eux. Là. J'aimerais ajouter que pour les personnes âgées, là, on parlait des résidences, mais on a quand même 2400 personnes âgées au Témiscamingue qui sont dans leur maison, qui vivent seuls maintenant, qui n'ont plus de visite, qui sont isolés. Donc, on essaie de regarder, on est en train on va commencer à faire de la livraison d'épicerie et pharmacie, et ça va être gratuit pour les personnes âgées. On a eu de l'aide de Centraide pour faire ça. Donc, on parle le service là, d'ici à lundi matin, tout va être mis en place. Ça, c'est une chose. Et de dire aussi que nos personnes âgées à domicile, ils ont besoin aussi que les familles les appellent. Parce que je pense que le principal là-dedans, c'est de dire « Elle ne peut plus venir me voir, ma fille. » Elle venait à tous les 2 jours, puis là, elle ne vient plus. Là. Tu sais, là, c'est vraiment là, cette présence-là, il faut qu'elle soit, si elle n'est pas au téléphone, ça, c'est une façon de faire, mais je pense que de voir le visage, de voir les petits-enfants qui jouent dans le salon, je pense que ça l'aiderait beaucoup à briser l'isolement de nos personnes présentement. Saviez-vous qu'un Témiscamien ingénieux a déjà inventé un modèle de surfaceuse pour les sentiers de motoneige qui a connu un vif succès? Voici notre portrait de Michel Lemire, un homme ayant marqué le monde de la motoneige. Michel, c'était un passionné de la motoneige, puis il a toujours voulu développer parce qu'il aimait ça. Puis c'était un ingénieur. Ça a commencé, moi j'étais jeune, j'étais pas bien grand, j'avais vu ça dans le rang chez nous, un monsieur avec un casque de motoneige à la tête, la neige qui passait tout le bord de lui avec son système qu'il avait fait, puis il ouvrait un sentier. Puis là, ça a parti comme ça. Puis là, ça s'est mis à développer, puis il y a eu du monde qui n'ont profité au travail du Québec, dans l'Ontario. Il y avait ça dans la tête. C'était Michel. Il y avait toujours des idées d'améliorer pour la motoneige, puis c'était un passionné de la motoneige. Moi, j'ai toujours vu mon père travailler là-dessus pour améliorer les promenades de motoneige. Fait que dans ma tête d'enfant, papa il avait parti à gratter des sentiers en partant avec une motoneige double. Puis ça, c'est ma cousine, fait que ça devrait être autour qui a inventé ça dans les années 72. Fait que ça, c'est une motoneige double. Il s'est fait une boîte autour de ça. Puis, il a changé le moteur. Puis là, je vais demander à son grand ami de venir confirmer. Quand ça a été monté, ça, on s'est donné un coup de main un à l'autre. Amis comme on était, moi, on était toujours ensemble. Ça allait bien, ça, mais c'était un moteur de motoneige qui avait là-dessus original. Puis, vu que tu fais une gratte qui va derrière, c'est pas vraiment fait pour ça. Fait que le moteur, il y avait de la misère. Puis là, patenteux comme il était, on va mettre un moteur de char, un petit 4 cylindres. Fait qu'on a mis un petit moteur 4 cylindres là-dedans. Là, on va de la force en basse, mais là, tu grossis la gratte. Fait qu'à un moment donné, tu grossis une affaire, il faut que tu grossisses l'autre. Puis c'était un gars qui était assez difficile, il voulait avoir des beaux sentiers. Mais là, c'est encore pareil. C'est de là que ça finit, que c'est une chaîne, ça, là, ça finit plus. Là. Tu grossis une affaire, il faut que tu grossisses l'autre. Hein. Fait que, il a parti de son invention de motoneige double pour arriver, je sais qu'il y a des années que c'était un Nortrac. J'ai pas de photo du Nortrac, mais il y a d'autres modifications de Norwell qu'il a faites pour pouvoir tirer ces fameuses grattes. Un moment donné, il a pris son propre tracteur de ferme qui a mis les ponts, qui a installé l'équipement autour. Et les ponts, je me souviens très bien, j'étais enfant, l'hiver, son garage n'était pas chauffé, fait qu'il rentrait les gros ponts dans la cave, à chaleur, puis il y avait un punch. Fait qu'il coupait tout au punch à mitaine. C'était même pas industrialisé, là. C'était tout à mitaine. Ouais, le grand banc, là. Oui, je l'ai, le banc. Il est tout poqué, je l'ai gardé. Puis ça en prenait des trous là, pour faire un pont. Après ça, bolter ça. Couper, tu te rappelles, dans ce temps-là, il coupait les coches du tailleur avec un couteau que tu trempais dans l'huile.
Là, tu ôtais des coches chaque bord, tu gardais avec le centre pour que ça pointe plus d'un barreau, pour que ça vire le saut, pour qu'il glisse d'un pont. C'était tout à mitaine. Puis on était petites, nous autres, puis on jouait avec toutes les bouts de rubber qui enlevaient. Là, on jouait avec ça. Des petites crottes. Oui. On appelle ça la strap. Michel, lui, il est parti de l'idée, il a enlevé le devant du tracteur, puis il s'est mis des pneus là. Avec lui, le tandem, il fait ça comme ça. Ça bouge, puis il met la traction à terre. Puis il a fait, ici, on voit bien l'enture qui rassemble les ponts. Comme ici, c'est la gratte, puis le tracteur, il fait un tout, parce que c'est la gratte ici, les cylindres, qui conduit le tracteur. Fait que si t'as pas la gratte, le tracteur, il vire pas, il n'y a pas de conduite. Ici, t'as des plates en arrière, ils appellent ça des runners, qui fait des traces pour que tu tiennes la gratte à terre pour stabiliser, pour que la machine puisse virer. Tout ça a été pensé par lui et amélioré. Il a même fait un coupe-branche que quand tu pars d'un sentier, des branches, ils rentrent ici et ils se font couper. Ça, quand ça a sorti, là, il en a vendu, là, il ne faisait que ça, vendre des coupes-branches au bout de temps. C'était ça ses idées, puis que c'est patente, comme qu'il disait. Puis Michel, il était un petit peu avant-gardiste, il faut le dire, qu'il avançait tout de même un petit peu plus vite que les autres. C'est de là que c'est venu. Les trails étaient belles. Comment ça se fait que tu as des belles trails de main? Fait que le monde disait, ben, on va aller voir comment ça se fait que ça garde de main. Puis là, ben, lui, ça l'encourageait. Parce que lui, qu'est-ce qui l'arrêtait, là? C'est l'argent, parce que c'était un patenteux, ça. Sky is the limit. Il n'y avait pas de limite, lui. Il ne devait pas dormir la nuit. Il devait rêver à ça, certain, parce qu'il en sortait des affaires, lui. Les idées étaient là. Mais souvent, ses idées, il se réveillait le matin et disait « Ah, j'ai rêvé à ça, je vais faire ça comme ça. » C'est ça. Ouais. C'est un vrai patenteux. C'est surtout le coût. Tu sais, t'achetais une machine comme ça, t'achetais le tracteur, puis le fait d'avoir un tracteur, mais si t'avais dans ton coin un concessionnaire de John Deere ou de New Holland, lui, il faisait avec. Le club qui avait cette surfaceuse-là était capable de se réparer localement, puis c'est la mécanique facile. C'est ça qui l'a démarqué beaucoup. Ça s'est vendu d'abord au Québec, ensuite au Canada, en Alberta. Il y en a vendu aux États-Unis aussi. Puis, c'est ça. J'ai une de mes sœurs qui a même été sa Côte-Nord il y a 2 ans. Puis, ça ressemble aux grattes à mon père. Le monsieur, il a confirmé. Mais ça vient du Témiscamingue. Mais ça est gratte à mon père. Fait qu'il a vendu à plusieurs endroits, là. Tiens, là, on le voit bien. Ça, c'est mon père qui est devant le tracteur. Là, les photos. On va sortir des photos qu'il y avait. Ah, mon Dieu, la chère histoire. Ça, Neil va te demander de venir compter ça. Ça n'a pas toujours été facile d'ouvrir les sentiers. Il a déjà calé le tracteur dans Dame de Castor. Une chance que Tinil le suivait en motoneige. C'est lui qui a sauvé la vie de papa là, pour l'amener d'une cabane. Moi, je le suivais tout le temps, même dans les premières années. Moi, je suivais en motoneige parce que des fois, on avait du trouble ou une branche qui était prise quelque part ou on avait un problème, de quoi de briser. Je le suivais tout le temps. Quand il disait je m'en vais à Saint-Ouen, porte pas derrière, en allant prendre une raille. Soit là, on était après ouvrir les trails. C'était la première fois qu'on passait. On s'en allait à virer à Relais. Puis en s'en allant, il fallait passer sur une Dame de Castor. Là. Puis la glace, es-tu bonne, es-tu pas bonne? Bon. Puis il dit, ah, t'es pas peureux, là, lui. Bon, c'est bon. Il redoutait ça un peu, moi. Puis là, on était au bord, nous, on entendait, puis il s'en allait, là, lui, puis à un moment donné, ça s'est mis à descendre. Il dit, il cale. Une chance que le derrière du tracteur, il est à côté dans le fond de la dame, puis la pelle, là, restait accrochée après le bord de la glace. Là, il fallait qu'il sorte, là. Le câble s'emplissait d'eau. Puis là, il a attendu que l'eau monte, parce qu'il y avait des gros morceaux de glace, comme de raison. Ça voulait rentrer, il s'est dit, moi, me faire tuer. Il a attendu que. Mais nous autres, là, on ne savait pas que lui, il pensait d'attendre pour que le câble s'emplisse. On commençait à crier au meurtre, là, nous autres qui sortent de là au plus vite. Moi, ma boîte à lunch, j'étais dans le tracteur, puis à monter dans le plafond, puis à un moment donné, la porte ouverte, il est sorti. S'il avait été seul, là, c'est sûr qu'il me voit là, lui. Là. Il faisait fret, puis pas mal. Oh! Il aurait eu peur, voilà. Là. Puis je pense que lui tout. Parce que quand on est parti de là, il était plus peureux qu'avant. Là. Parce qu'il était brave, lui, là. La glace sur le lac, c'est nous autres qui allions checker ça, puis lui, là, ça dépend, c'est bon en masse. Il dit, à cette heure, on va checker pour qu'il n'aille plus pas. Oui, il a eu peur parce que c'est à partir de cette aventure-là que là, il a dit non, c'est pas vrai, moi, je laisserai pas ma vie
à rouvrir des sentiers. Fait que là, il a pris d'autres chauffeurs pour commencer à faire des runs pour ouvrir les sentiers avec lui. Puis graduellement, lui, il en faisait de moins en moins, là. Fait que ça a pris une aventure comme ça pour qu'il y ait d'autres chauffeurs. Parce qu'il en a mis des heures avec les sentiers, là. Oh mon Dieu! Puis le pire de tout ça, c'est qu'on faisait tout le temps des farces. Moi, j'étais toujours en farce, moi, puis lui. Là, il dit, à un moment donné, j'ai moi, de trois calés d'un trou d'eau, là. Tu sais, brave, c'est bon, c'est bon. Mais là, quand il est sorti, là, il dit, tu ris-tu, là? Ah, sacrément, il n'y a pas de danger qu'on rit là. On était blanc de la neige, là. Fait que, tu sais, ces farces-là, là, ils disent, on va laisser faire. Là. Non, c'est pas bon, ça. C'est pas un bon signal. Ça, en hiver, c'est vraiment la dernière promenade de motoneige. Ça, c'est mon père assis en arrière, puis ça, c'est mon conjoint en avant. Papa, il était plus capable de conduire. Fait que, puis mon chum, il fallait qu'il tienne bien souvent parce qu'il penchait, il avait de la misère avec son équilibre. Puis la dernière fois, il n'y a même pas de neige, puis il se promène en skidoo. Mon chum l'avait laissé se promener. Puis j'ai sorti dehors, je l'ai pris en photo, puis quand j'ai montré la photo, il dit, quand est-ce que tu as pris ça? Il était concentré, il était heureux, là, il se promenait en skidoo. Ce monsieur Lemire-là, bien, avec ses inventions, il en a vendu plusieurs, mais c'était pas le gars pour dire, là, je me lance en grosse business. Puis, il aimait trop faire le motoneige, puis il aimait avoir du plaisir, plus que se ramasser de l'argent. Mais son équipement est resté, on en a encore un. On a encore un de ses... On est allé l'enterrer avec. Je suis venu à chercher, on est descendu à Ville-Marie. Là, sa fille Carole a dit « Hey, la gang de motoneige. Il manque bien que la surfaceuse. » Ben, il dit « Tu iras voir dehors. » Elle dit « T'es pas sérieuse. » Il dit « Oui, la machine est dehors. » Fait qu'elle était bien heureuse. Puis je pense que Michel devait être content dans tout ça, lui, tout. La fierté qu'il avait de la motoneige, c'était... Il n'y avait pas de mots, je pense, pour le dire. Tellement qu'il aimait ça. C'était Michel. C'était notre beluet. Oui, j'ai été très, très, très touchée. Bon. On peut prendre une pause? Oui. Quand on a sorti avec papa, moi j'ai porté aussi papa. Et quand je suis sortie du salon, Martin Champagne était là avec le tracteur et la gratte que papa a faite, puis quelques motoneigistes. Fait que ils ont suivi le cortège. Puis Martin m'a envoyé aussi un petit vidéo de ce cortège-là. J'ai été très, 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 très touchée, très honorée du geste qu'ils ont posé, là. C'est vraiment ces affaires, c'est bien touchant. Ben oui. Fait que, non, pour moi, c'est un bel hommage de faire poursuivre la passion de papa de la motoneige. Puis j'ai la motoneige dans le sang aussi, puis il m'a transmis sa passion. Puis je suis très heureuse et fière d'être la fille à Michel Lemire.